On est contre une vision de l'écologie qui déconstruit tout. On pense qu'il y a des choses bien qui ont été construites, un héritage dont on est responsable, dont on est garant. Bonjour à tous, c'est trop cool de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Un café avec, parce que c'est des bons moments. Et aujourd'hui, on va parler écologie avec Paul d'Écolucide. Alors je dis bonjour Écolucide et bonjour Paul. Bonjour mon père. Ça va bien? Très bien, Bon. très bien, tout va bien. C'est cool qu'on soit ensemble. J'ai découvert Écolucide grâce à un séminariste que j'accompagne pour les études et il m'a parlé d'Écolucide. Du coup, j'ai été voir et puis on a pris contact. Et la première chose que je voudrais aborder avec toi, c'est un peu, sans faire de mauvais jeu de mots, le climat actuel. Parce que là, ça fait quelques semaines qu'il y a toutes ces actions violentes dans les musées, de collage, de soupe, de gens qui se collent par terre sur les autoroutes. Et on voit bien que ça crée de la violence. Ça vient emmerder les gens dans leur quotidien, des gens qui sont gentils, qui sont braves et qui sont bien conscients de la question écologique et qui pourtant ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture et tout ça. On voit bien que dans cette violence, il y a aussi une recherche il y a quelque chose d'assez fanatique et presque une volonté. Enfin, on voit bien que ça pourrait conduire à une forme de martyr. Il pourrait y en avoir un jour qui se fasse blesser par une réaction, je sais pas quoi, et ça créerait une violence en retour aussi extrême. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces actions? Et en fait, on parle beaucoup de l'écologie à travers ça. Je suis pas sûr que ça conduise à grand chose. Alors, c'est une question qui est un peu épineuse. Ouais. Donc, il y a toute une partie qui estime que, donc on va plutôt les appeler les activistes, donc c'est vraiment les tenants d'une écologie extrême et qui estiment que la société ne va pas du tout dans le bon sens et qu'on ne fait pas assez attention aux choses. Et il y a une forme de désespoir et ils ont envie d'alerter les gens sur les sujets que beaucoup ignorent. Et donc ça peut arriver à ce qu'il y ait des débordements. Et une autre partie de notre communauté estime que c'est contre-productif, que en agissant avec une forme de violence, on fait peur aux gens qui potentiellement n'étaient pas intéressés par l'écologie, qui pourraient s'y intéresser. Mais je ne pense pas que toutes les actions actives soient forcément mauvaises, tant qu'il y a d'une forme de pacifisme là-dedans. Je m'explique. S'il n'y a pas de violence, de coups qui sont portés aux gens et qu'il s'agit juste de rappeler aux gens que le contexte climatique et écologique existe. Une forme d'urgence. Une forme d'urgence. Et qu'en fait, que beaucoup de gens vont constater que dans l'espace médiatique, on parle des questions écologiques mais pas assez. Je comprends qu'il y ait certaines actions. Il y a une forme de mesure à retrouver dans ces actions tant qu'il y a une forme de non-violence. Après, bien sûr, il y a des limites. Si ça bascule dans la violence ou que ça va introduire une confusion que je trouve regrettable, eh bien, à mon avis, ces actions n'ont pas lieu d'être. Et c'est justement un des sujets sur lesquels j'ai écrit il y a quelques jours. Parce que je pense que vous avez vu, mais il y a un certain nombre d'actions qui se tournent contre les tableaux dans les musées. Et ça instaure une confusion entre la destruction de l'environnement et l'art. Alors que, à mon sens, c'est plus justement la volonté de préserver la beauté qui est dans l'art, cette conscience qui est une beauté qui est fragile, qui donne envie de préserver l'environnement. Donc, pour moi, c'était pas une bonne idée de s'attaquer à ces œuvres-là, et je l'ai dit dans cet article, puis à mon avis, les gens étaient assez d'accord avec ça au fond. C'est clair que on voit bien que dès qu'il y a de la violence, en réalité, ce qui se joue, c'est aussi une forme de haine de soi, de haine de l'humanité qui se déteste elle-même et qui veut sauver le monde, on ne sait pas trop pourquoi. On voit bien que la question de la communion entre les hommes est au centre. Et je ne sais pas si c'est ce que tu disais dans ton post, mais l'art fait partie des choses qui nous relient justement et qui nous permettent d'être ensemble et de communier. Tu parlais de la beauté, mais aussi dans le fait que c'est bon d'être ensemble. On déclare ensemble que ce tableau est beau et du coup, ça nous permet d'être ensemble. L'écologie, elle vise à quoi sinon à préserver, à travailler une terre pour qu'elle soit un lieu pour la communion entre les hommes. Beaucoup nous ont dit que finalement, les œuvres d'art étaient protégées par une vitre et qu'il n'y avait rien de mal qui était fait contre ces œuvres. Je sais que c'est un argument qui nous a été reproché. Et moi, ma réponse là-dessus, c'est que certes, il y avait une vitre qui était protégée, et tant mieux. Et ces militants n'ont pas voulu faire non plus tout et n'importe quoi. Mais je trouve qu'il y avait quand même une forme de destruction symbolique à un instant T. Et que c'est ça cette confusion de symboles qui, à mon avis, est néfaste à la fois pour l'art et à la fois pour l'écologie. Et parce qu'en fait, la question est celle du symbole et la question est celle du sacré. C'est-à-dire que c'est une profanation en fait, de s'attaquer à quelque chose qui est unanimement reconnu comme étant un trésor de l'humanité. La grande question moi, que j'ai quand j'essaye de réfléchir avec un peu plus de distance à la question de l'éco-anxiété et toute la génération des juste en dessous de moi j'ai 35 ans, mais on voit bien que c'est beaucoup aussi les étudiants actuels et tout ça, c'est de chercher à comprendre à quel endroit se situe, se niche l'émotion
d'éco-anxiété. Et moi, mon analyse, c'est de voir qu'elle se niche dans quelque chose qui est pas loin du lieu du religieux. Alors je dis ça certainement parce que je suis prêtre, mais c'est-à-dire, c'est quoi le lieu du religieux dans le cœur de l'homme, au-delà de telle ou telle religion? C'est le lieu où se joue le rapport à l'avant, à l'après, aux infinis, à ce qui me dépasse, à ce que je reçois sans l'avoir mérité, à ce que je veux transmettre, à la question du destin, de la destinée. Et comme c'est un lieu qui, dans la génération plus jeune aussi, est de moins en moins habité de manière formelle, de manière verbalisée, puisque c'est aussi toutes des générations qui sont très, très marquées par l'athéisme pratique, c'est-à-dire je n'ai rien reçu et je ne sais pas trop me dire dans cette question-là. Comme ce lieu n'est pas habité, il vient tout d'un coup être réveillé par la question de l'écologie, qui est une question de destinée, de transmission, de ce que j'ai reçu, de ce que je pourrais donner. Et pour moi, je pense que la violence qu'on est en train de constater, elle est aussi liée à ce non-dit du religieux, à cette non-expérience du religieux qui du coup fait que ça résonne d'une manière démesurée et que ça entre en résonance et que ça fait n'importe quoi parce que ça arrive sur des lieux qui sont très existentiels. Qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet-là? Voilà, je voulais te partager un peu moi, mon point de vue. Comment tu sens les choses? Ouais, en tout cas, je trouve que c'est indéniable qu'il y a dans l'écologie une forme de spiritualité. Oui. Parce que, en fait, avec cette crise écologique globale, on se rend compte de quelque chose, c'est que si on laisse faire l'économie, le marché, si on laisse agir librement, on court droit à la catastrophe. On a besoin de garde-fous, on a besoin d'une forme de régulation, on a besoin de retrouver une forme de destin collectif et de ne pas juste laisser happer par le cours des choses, par la matérialité, par la consommation. Et je pense pour y arriver, un des meilleurs guides possibles, c'est retrouver cette spiritualité qui nous manque et se tourner vers des choses moins matérielles, vers une forme de transcendance qu'on retrouve aussi dans l'art, dans cette espèce d'aspiration à la beauté qui fait qu'on a envie de protéger la Terre. Et c'est une façon pour moi d'arriver à rendre cette écologie qui est finalement pas très sexy, qui est très sobre, qui est décroissantiste pour certains, qui est catastrophiste. L'écologie finalement, c'est pas si vendeur que ça pour beaucoup, ça fait peur. Et justement, retrouver ce rapport transcendant, c'est une manière de rendre l'écologie désirable et de se tourner vers l'écologie pour essayer de faire avancer la société. Tu parles de normes, tu parles d'une forme de transcendance par le fait d'encadrer les choses et je pense que ça entre en lien avec ce que j'ai dit moi du fait que le problème c'est que les choses ne soient pas nommées. Je me souviens d'un texte de Max Weber qui dit que les dieux grecs n'ont plus leur place, ils ont été chassés par la raison toute puissante et la raison toute puissante en fait croit qu'elle se suffit à elle-même, c'est un peu la raison du marché, la raison des chiffres, la raison calculante. Et en fait, non, les forces obscures, elles sont toujours là et elles ont besoin d'être nommées. Donc la question, c'est comment on fait pour faire aboutir dans la société à une forme de nomination collective de cette spiritualité, en fait. Comment on fait pour que ce soit pas juste le flou qui règne? Parce que tant qu'il y aura du flou, il y aura de la violence. Comment on fait pour faire aboutir à une forme, cette spiritualité à quelque chose de concret? Je pense qu'il y a plusieurs pistes potentielles. Déjà, du point de vue des croyants, même je pourrais m'adresser à toutes les religions existantes, il y a vraiment un discours à promouvoir. Il faut marquer vraiment cette écologie et montrer que c'est important, que ce n'est pas un sujet annexe. Et je sais que l'Église veut s'en emparer, mais je trouve que malheureusement, parmi les croyants, il n'y a peut-être pas assez cette conscience-là parce que l'écologie, elle est portée aussi par des personnes athées, par des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, qui ont une vision radicalement différente d'eux-mêmes, qui s'inscrivent un peu dans la destruction de la tradition. Et donc, par peur, on veut se détourner de cette écologie-là et on se dit, l'écologie, finalement, ce n'est pas un sujet pour nous. Alors qu'en fait, dans le christianisme, que je connais peut-être un peu mieux que les autres religions, on se tourne justement vers la protection de la terre, vers une forme de vie sobre, tournée vers les plus démunis. Et je trouve qu'on devrait davantage prendre conscience de ça. Donc, premièrement, les églises et les religions en général ont un rôle très important à jouer parce que c'est quand même des milliards de personnes. Quand le pape s'adresse avec son encyclique Laudato Si aux fidèles, potentiellement, même s'il en convainquait 10%, c'est déjà énorme. Ça fait déjà des centaines de millions de personnes. Déjà là-dessus, pour moi, l'Église plus particulièrement a une grosse responsabilité. Ensuite, deuxièmement, pour que ce discours
soit plus prégnant et que ça arrive davantage dans l'esprit des gens. Malheureusement, ce que dit Jean Covici, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une vision assez lucide des choses. Et Jean Covici dit que pour essayer de faire avancer les choses, pour le coup, Jean Covici est plutôt agnostique, mais il pense que ça va passer par une crise à un moment donné, qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous arrive actuellement. Enfin, on commence petit à petit à réaliser l'ampleur du problème et que probablement on connaîtra une crise qu'on pourra sûrement surmonter, mais ça devra aussi passer par une profonde remise en question de notre fonctionnement. Et donc, à mon avis, ces deux mécanismes, à la fois en développant des discours, montrer qu'il y a des alternatives, puis traverser une forme de zone de turbulence, c'est ce qui va permettre, à mon avis, de converger vers cette écologie. Ouais, très bien. Juste pour réagir à ce que tu disais sur la puissance de la symbolique religieuse, c'est très fort. Souvent, on dit que le texte de la Genèse est mauvais par rapport à l'écologie parce que l'homme domine la nature. Mais en fait, c'est pas du tout ça, puisque ça commence dans un jardin. Et le jardin, c'est le propre d'une nature qui a été visitée par un regard humain et qui a été accueillie, accompagnée. Un jardin, c'est une nature organisée qui est devenue aussi belle à travers un regard. Et puis la Bible, elle finit dans l'Apocalypse avec une ville, la Jérusalem céleste, qui montre bien qu'il n'y a pas d'antinomie, parce que la ville, c'est le lieu où les hommes habitent ensemble. Et donc il y a les deux, il y a la nature qui est belle parce qu'elle est la nature de l'homme, où l'homme vit, et en même temps, c'est le lieu où vivent les hommes ensemble. Et il ne faut pas opposer les choses, il faut les deux, quoi. Il faut la nature qui soit la nature de l'homme et la nature de la communion entre les hommes, d'où le symbole de la ville. C'est intéressant, en fait, parce que ça veut dire qu'il faut inventer un vivre ensemble de tous les êtres humains qui soit respectueux de cette harmonie dans laquelle on a été placé. Donc en fait, le symbolisme biblique, il est hyper fort, tu as raison de le souligner. Je suis totalement d'accord, et pour rebondir à ce que vous dites, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché dans les années 70 aux chrétiens. Il me semble qu'il y avait un presbytérien qui avait écrit un texte qui expliquait que la Bible justifiait l'exploitation abusive des ressources. Il me semble qu'il se basait sur un verset de la Genèse qui dit soyez féconds, multipliez-vous et soumettez la terre. Déjà, je pense que la première réponse qu'on peut apporter, c'est qu'il faut faire attention aux traductions. Une autre traduction, ça pourrait être plutôt maîtriser la terre, donc trouver une forme de maîtrise, retrouver finalement un rapport pour mieux habiter notre terre, parce que écologie, ça veut dire ça au fond. Écologie, c'est oikos, c'est la maison, et logos, c'est le discours, donc c'est finalement l'art, la science d'habiter les choses, donc de retrouver une forme d'harmonie naturelle. Et c'est pour ça que je trouve que c'était assez pertinent de la part du pape François et de l'Église de vouloir montrer que justement les textes bibliques allaient dans le sens de l'écologie et qu'il y a énormément de paroles dans la Bible qui vont pleinement dans le sens d'un mode de vie plus harmonieux, de penser à son prochain mais aussi à la création. Et c'est dans cet amour de la création qu'on a envie de mieux protéger notre terre. Du coup, ça nous amène à la troisième partie de l'entretien où on va regarder quelques perspectives. On sent bien qu'il y a deux tendances dans l'écologisme, dans ces différents mouvements. Il y a une écologie qui va vers toujours plus de numérique, finalement, qui est une espèce de sortie de l'homme de la nature, avec une urbanisation. Alors les villes vont devenir très 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 propres, mais aussi une espèce de croissance démesurée du divertissement, Netflix, toutes ces plateformes. Enfin voilà, une sortie de l'homme de lui-même, des limites du corps, qui va de pair avec le transhumanisme. Et puis il y a un autre mouvement d'écologie qui est beaucoup plus ancien finalement, qui est le retour à la terre, enfin la terre, la limite, ce qu'on ne maîtrise pas, les saisons, l'imprévu, la lenteur de la croissance, enfin, toutes ces choses-là. Il y a un très beau roman qu'on m'a recommandé et que j'ai lu là, de Sue Berger, je le montre pour la caméra, qui s'appelle Les Pentes, et qui parle de cette dualité-là avec des villes qui sont devenues complètement aseptisées, où on ne mange plus que des choses qui sont produites dans une industrie très précise. Et puis les gens qui résistent et qui vivent dans les derniers lieux de la campagne, qui ne sont pas envahis d'éoliennes, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour le divertissement de la ville et la production de cette vie propre des villes, qui prend tout le reste de la nature. Et les seuls lieux qui sont les pentes, les lieux trop pentus, il y a quelques petites communautés qui sont restées et qui vivent à l'ancienne en plantant leurs propres légumes, en vivant d'une manière harmonieuse entre les générations et tout ça.
Comment est-ce que tu vois ces deux dynamiques et qu'est-ce que tu Ouais, préconises? c'est clairement des dynamiques qu'on identifie. Et c'est pas si évident de trancher en fait, parce que d'un côté, on pense que certaines technologies peuvent nous aider Ouais. réellement. On pense notamment au nucléaire, c'est une technologie de pointe, c'est Mhm. quelque chose qui a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et qui va nous aider à produire une énergie décarbonée en bonne quantité, qui est pilotable. Donc il y a énormément d'avantages avec le nucléaire, et certaines technologies ne sont pas à proscrire. Ouais. C'est pas parce qu'on s'inscrit dans une critique, une forme de progrès, que tout progrès est mauvais. Exactement. Moi, je pense plutôt qu'il faut retrouver un prisme, une sorte de tamis qui fait passer un peu toutes sortes d'inventions, d'innovations à travers une forme de conscience humaine euh, pour ainsi parvenir à décider si telle innovation, tel progrès va dans le bon sens ou pas. C'est un peu le principe de précaution, il me semble que c'est Joss qui devait en parler. Et je trouve que ça peut être un peu le fil conducteur pour essayer de développer l'écologie, ne pas renier tout progrès, mais arriver justement à développer toutes sortes de techniques, tout en aussi retrouvant une forme de savoir-faire, de tradition ancestrale. Et je trouve ça génial parce que l'écologie que nous on va prôner, elle est un peu au carrefour de tout ça. Ouais. Elle n'est pas du tout fermée à la modernité, et en même temps elle s'inscrit aussi dans la tradition, elle puise aussi dans le savoir-faire passé. Ouais. Et je trouve ça hyper stimulant intellectuellement d'arriver à organiser une forme d'assemblage Ouais. passé, présent, futur. Mais ton tamis, ce dont tu parles, là, c'est justement ce que tu appelais tout à l'heure les normes, ce que moi j'appelais la transcendance, c'est-à-dire d'avoir une forme de langage commun sur qu'est-ce que l'homme et qui est l'homme. Et on voit bien qu'au fond, ce qui s'oppose, c'est des discours d'anthropologie. C'est qui est l'homme de demain et qui est l'homme peut-être de toujours. Est-ce qu'il y a une définition de ce que c'est être homme? Et nous, on pense que oui, comme chrétiens. Je reviens d'un monastère bénédictin où j'ai passé quelques jours là, pendant les vacances et j'y vais souvent. Pour moi, un monastère bénédictin, c'est la synthèse d'une écologie humaine. Parce que c'est un lieu sobre, c'est un lieu où vivent des générations très différentes. Il doit y avoir 2 ordinateurs pour 50 personnes. Ils n'ont pas besoin de Netflix, ils n'ont pas besoin d'Instagram, ils n'ont pas besoin de toutes ces conneries-là qui nous occupent beaucoup dans notre vie, qui nous distraient aussi de l'essentiel souvent. Et à quoi ils occupent tout le temps qu'ils ont? Ils l'occupent à faire grandir leur nourriture à partir de la terre. Ils ne sont pas dans le refus de la modernité, des apports de la technologie, puisqu'ils achètent des choses, ils ont des tracteurs, ils ont un chauffage à pellet de bois, je ne sais pas quoi, tout moderne. Tout ça au service de justement l'adoration de Dieu, de la transcendance. On les voit prier ensemble. Moi, ce qui me marque beaucoup aussi, c'est de voir comment dans une même communauté, ils sont plusieurs générations, et je voyais un jeune moine pousser dans une fauteuil roulant un ancien qui est au bord de la mort, et ils riaient ensemble, et ça donne envie de vivre comme eux, en fait. Et est-ce que ce genre de modèle qui s'organise autour d'autre chose que simplement la distraction, c'est pas quelque chose qui pourrait être inspirant? C'est très inspirant. Après, bien sûr, nous on est sur Instagram, donc ce Ouais, qu'on va demander bien aux sûr. gens de tous quitter Instagram, parce que nous on va quitter, c'est un peu notre fonds de commerce, Moi on aussi. sera un peu embêté, Moi aussi, je suis sur Instagram. mais c'est pas pour autant qu'on pense que c'est pas un modèle intéressant. Et il y a un moment dans la Bible où cette forme de sobriété, ce mode de vie presque monacal, où on va répartir les ressources, on va vivre proche de la terre, ça a été même appliqué par une sorte de premier ministre de l'époque qui était Joseph, sous Pharaon, parce que Pharaon fait un rêve terrible où il voit un peu tout ce qui pourrait arriver de sinistre en Égypte avec une perte de bétail, de récoltes. Et Joseph lui interprète son rêve en lui disant que les prochaines années, il va falloir appliquer vite fait un plan de sobriété, qu'on va devoir réguler toutes les ressources. Et finalement, c'est presque le premier ministre de l'histoire qui a conduit un plan de sobriété, et ça a été fait dans l'Ancien Testament. Donc je trouve que ça rejoint un peu ce que vous dites sur les moines. Après, on n'est pas tous appelés à être moines, c'est sûr. C'est clair. On a tous quelque chose à apporter dans notre société. Mais je trouve ça génial aussi d'avoir ces communautés qui se développent, qui sont résilientes, qui sont indépendantes. Après, il faut aussi montrer qu'il y a plusieurs types de parcours. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde peut quitter la société, peut se le permettre. On sait que ce n'est pas évident, et notre écologie, enfin notre vision, c'est qu'il faut aussi se mettre du point de vue des gens. On comprend aussi que telle personne soit bloquée dans telle situation, Bien sûr. ne puisse pas forcément tout quitter. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un exemple formidable de solidarité, de communauté. Et on ne peut que encourager ça. Enfin, ne devenez pas tous des moines. Mais si vous avez une vocation, allez-y. Hein. Non, et puis ça permet de se donner des lieux déjà réalisés, c'est-à-dire plutôt que de simplement dire que la catastrophe arrive
et d'enfermer les gens dans finalement ce qui est une espèce d'émotion primaire de peur, de leur dire mais allez voir en fait, il y a des choses qui se font dont on peut s'inspirer pour faire les choses là où nous sommes autrement. Voilà, tout n'est pas à inventer. Ouais, c'est ça. On a déjà reçu Exactement. en fait une sagesse. On est contre une vision de l'écologie qui déconstruit tout. On pense qu'il y a des choses bien qui ont été construites, un héritage dont on est responsable, dont on est garant, et vouloir tout détruire, tout symbole du passé, voir le passé comme un espèce de mélange sordide qui est à bannir et de faire table rase pour recréer une écologie, ce qui est une mouvance qui existe dans l'écologie Qui est assez actuellement. forte. Ouais. Et ben nous, de toute ma vie, sans relâche, je me battrai contre cette mouvance-là. Même si on peut avoir des intérêts communs de temps en temps, je suis fondamentalement, et notre mouvement, notre page est contre cette vision de l'écologie qui paraît mener tout droit à la catastrophe. Eh ben, merci beaucoup Paul pour toute cette énergie, pour ce bon temps partagé, voilà, puis pour ton engagement. Merci à vous surtout. Ouais. Donc c'était un café avec Écolucide, c'était top. Et retrouvez-nous pour de futures vidéos, ça va venir. À bientôt.